Bonjour tout d'abord, ou rebonjour pour les personnes que nous avons déjà saluées. Je crois que donc pour continuer en quelque sorte sur, non pas les citations, mais les propos de M. Pierrot Amoureux, je dirais que nous, au ministère du Travail, à Paris, nous sommes un peu différents des marins brestois. C'est précisément quand l'horizon juridique, financier n'est pas parfaitement net qu'on sort de la buvette. Donc c'est pour ça que nous sommes là et on espère que précisément vous verrez un petit peu plus à l'issue de cette intervention quel est l'état de l'avancée des textes dans la matière et puis un petit peu les objectifs, les enjeux qui sont poursuivis. Alors on va faire la présentation de ce diaporama à plusieurs fois. Donc, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est utile de remettre un petit peu en perspective ce projet de décret sur la formation, la reconnaissance des compétences et sur la validation des acquis d'expérience que nous allons vous présenter. Alors, c'est vrai que la loi du 11 février 2005 a une vocation très large. Hein. Le maire de Salis tout à l'heure parlait d'accessibilité. Bon, c'est un volet important, il y en a d'autres. Mais il y avait aussi le volet activité, emploi, insertion professionnelle. Et une des ambitions de la loi de février 2005, eh bien, c'est de consolider le travail protégé, les établissements et services d'aide par le travail, et j'oserais dire dans sa double mission, sa double finalité, qui a, comme vous le savez, à la fois une finalité de soutien social, médico-social, aider par le travail donc les personnes à s'insérer socialement, mais aussi une mission économique hein, qui est importante, et on sait les difficultés qu'ont certains établissements aujourd'hui à vivre dans un environnement économique de plus en plus mondialisé, qui peut parfois être à l'origine de quelques soucis. Hein. Les dispositions concernant les ESAT ont vocation aussi à faire en sorte que cette mission économique se déroule au mieux. On sait que les ESAT aujourd'hui doivent être de plus en plus réactifs, doivent, dans leurs prestations, dans leur production de biens et services, donc ils doivent, comment dirais-je, répondre en temps et en heure, avoir une démarche véritablement de qualité. Donc c'est à ce titre que la loi du 11 février a entendu donc renforcer la formation, le droit à la formation des travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Et comme cela a été dit tout au long de ce matin, bien évidemment, tout cela est profitable à tous, c'est profitable aux personnes handicapées. Pierrot Amoureux disait tout à l'heure lors de son intervention que la reconnaissance de compétences, la formation, c'est des sources d'estime de soi, de confiance en soi. Il est clair que cette estime de soi, cette confiance en soi, on ne l'abandonne pas au sortir de l'établissement, on l'a en fait tout au long de la journée, y compris lorsque on est chez soi ou dans la cité, je dirais. C'est quelque chose de très positif également pour les moniteurs, d'ailleurs comme cela a été dit hein, tout au long de leurs interventions de ce matin, c'est ce qu'on a entendu. Alors c'est peut-être parfois, sinon un autre métier, du moins un complément à leur métier initial, hein, c'est tout les apports en formation, en accompagnement aussi pour ces personnes, mais c'est vrai que c'est très valorisant. Et comme je disais, c'est aujourd'hui absolument indispensable pour les établissements, car on sait bien, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si la loi n'a pas remis en cause le caractère médico-social des ESAT. Les ESAT sont au cœur de la compétition économique, industrielle, et comme toutes les autres structures, eh bien, le fait de mettre en avant des personnels ayant une plus grande qualification, le fait de pouvoir afficher en quelque sorte une plus grande professionnalisation
c'est aussi synonyme d'accès facilité à différents marchés. Avant de passer la parole à mes collègues, ce que je voulais ajouter, c'est que bien évidemment, ces compléments sur la formation, sur la reconnaissance des compétences, il était hors de question de ne pas, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai insisté au départ sur le fait que tout ça c'était au service de la double mission sociale et économique de l'ESAT, il ne fallait pas que ces dispositions soient en quelque sorte plaquées sur un corpus juridique concernant le travail protégé qui n'aurait pas été réceptif en quelque sorte. Alors c'est pour ça qu'on a veillé à faire en sorte, et c'est l'objet du projet de décret qu'on a préparé, notamment que toute cette démarche-là soit bien présente dans le contrat d'aide et de soutien qui est passé par l'établissement avec l'usager, le résident, le travailleur, l'ouvrier. Ça, je laisse à chacun le choix du concept en la matière. On a souhaité aussi, et c'est important, notamment pour nos collègues des DAS et des DRAS, que cette dimension formation, reconnaissance des compétences soit présente à la fois dans le rapport que l'ESAT fournit à la DAS, mais aussi dans la négociation qui doit avoir lieu entre l'État et les organismes gestionnaires sur la politique de formation de l'établissement. Et par ailleurs, on a aussi souhaité, bien évidemment, que tout ceci soit intégré en quelque sorte dans un plan de financement. Alors, une partie de toute cette démarche peut être financée dans le cadre de la dotation de fonctionnement, mais on a en quelque sorte veillé à solvabiliser l'ensemble, notamment toutes les actions de formation complémentaires et aussi toute la VAE, j'oserais dire au sens strict, en mettant en place un système de compensation par l'État de la partie la plus importante de la contribution versée par les ESAT à un OPCA. On y reviendra, si vous voulez, le cas échéant aussi cet après-midi, parce qu'on aura l'occasion de réintervenir. Alors, maintenant, je passe la parole donc, à mes collègues sur le détail, entre guillemets, du projet de décret, en sachant, pour qu'on se repère bien dans le calendrier, que ce projet de décret, on l'a travaillé avec les organisations, on remercie d'ailleurs à cette occasion un certain nombre de directeurs d'ESAT qui nous ont aidés, on remercie différents et compétents aussi qui nous ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, notamment sur la partie reconnaissance des compétences. Au jour d'aujourd'hui, donc, ce projet de décret a été examiné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées, il a été examiné par le Conseil supérieur du reclassement professionnel et on va le présenter le 25 juin prochain à Rouen devant le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. En clair, on va le présenter devant les régions et c'est vrai que c'est un moment aussi important pour nous et peut-être aussi pour les ESAT et leurs travailleurs que cette démarche-là soit aussi vraiment présentée, débattue devant les conseils régionaux parce qu'ils ont un rôle à jouer en la matière. Voilà, je passe sans plus attendre la parole à mes collègues. Bonjour. Alors je me présente rapidement, je suis Céline Foisel, je suis chargée de mission au bureau des adultes handicapés. Bonjour, Patrice Perroton, également chargé de mission au bureau des adultes handicapés avec la direction générale d'action sociale. Alors on va essayer de vous présenter ça à deux voix, en essayant de pas être trop long. Donc je vais vous présenter la première diapositive concernant les apports de ce projet de décret en matière de formation professionnelle. Ce projet de décret apporte une grande avancée, tout d'abord déjà avec la création d'un droit à congé concernant la formation et en accédant à une action de formation professionnelle, le travailleur handicapé donc bénéficie d'un congé formation, ce qui va le dispenser en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel. Et autre point important à souligner, c'est que pendant toute la durée de ce congé formation,